Dans cette vidéo, je parle de vous. Je vais raconter aujourd'hui 3 histoires que vous m'avez partagées. Merci du fond du cœur de me les avoir envoyées. Merci à tous ceux qui m'envoient des histoires. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram que je vous mets juste ici si vous souhaitez me suivre et aussi m'envoyer votre histoire flippante, une histoire qui vous est arrivée, du paranormal, des choses mystérieuses, des choses qui vous ont effrayé. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans la première histoire. La première histoire que je vais vous partager est celle de Marie. Marine nous dit qu'elle vivait dans une ville qu'elle ne connaissait pas très bien, elle n'y avait pas emménagé depuis très longtemps. Elle avait à peu près 40 ans, elle n'avait pas le permis et elle s'était lancée à son compte en auto-entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, les revenus d'auto-entreprise, parfois ça peut varier un petit peu et en fonction de l'activité dans laquelle on se lance, eh bien ça peut prendre un petit peu de temps pour que l'activité soit stable. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier mois forcément qu'on va pouvoir dégager un salaire de notre activité. Donc Marine a décidé de prendre un boulot à côté pour pouvoir arrondir un peu ses fins de mois. Elle a pris un contrat saisonnier en boulangerie et vous savez sûrement que les emplois en boulangerie peuvent être assez particuliers dans le sens où il faut se lever très tôt. Les boulangers ou boulangères ont un rythme assez décalé, ils se lèvent très tôt et ils peuvent finir aussi plus tôt dans la journée. Pour nous donner un peu de contexte, Marie nous dit qu'elle vit dans une ville côtière qui est en soi plutôt sécurisée. On s'y sent bien, on ne ressent pas spécifiquement du danger. Et donc dans ces conditions, et n'étant pas véhiculée, Marine avait l'habitude de se rendre à son travail à pied. C'est donc en partant vers 3h20 du matin que Marine se rend au travail. De nuit, sa ville n'allumait pas les lumières, donc elle s'éclairait à l'aide de la lumière de son téléphone. Elle avait un trajet d'à peu près 30 minutes. C'était quelque chose qui lui faisait un petit peu peur, mais ça, on peut le comprendre, sachant qu'on est de nuit, et instinctivement, de nuit, on est toujours un peu moins rassuré. Elle a essayé de calmer son angoisse en se disant qu'il n'y avait aucune raison qu'il lui arrive quelque chose, que sa ville ne connaissait pas de problème de criminalité, qu'il n'y avait pas réellement de soucis. Et alors qu'elle est en train de marcher, tout se passe plutôt bien. Il y a juste quelqu'un qui faisait son jogging qui l'a surprise à un moment donné, mais sinon, rien à déclarer. Elle avait fini de traverser les petites rues et elle arrivait vers le centre de la ville. Et c'est en sortant des ruelles que là Marine a entendu quelque chose. Elle a entendu des bruits de pas, comme si quelqu'un traînait des pieds derrière elle. Notre amie Marine a décidé de conserver son allure et de faire tout simplement comme si de rien n'était. Son objectif est simple, voir si la personne qui se trouve derrière elle va rester derrière elle ou si alors elle va la dépasser. Finalement, l'individu qui se trouve être un homme arrive à son niveau et la dépasse. Il ne semble pas préoccupé plus que ça par Marine, donc Marine en conclut que c'était simplement un passant qui faisait sa vie. Par contre, bien qu'elle en arrive à cette conclusion, elle a une sensation désagréable vis-à-vis de la personne qui vient de la dépasser. Elle a l'impression qu'en fait cet homme la regarde constamment du coin de l'œil. En plus, il prend exactement le même chemin que Marine. C'est quelque chose qui ennuie légèrement Marine car elle aimerait bien se retrouver seule, comme ça son sentiment désagréable pourrait disparaître, mais ce n'est pas le cas. Mais elle essaie quand même de se rassurer en se disant que c'est probablement la parano, la peur qui font que, eh bien, elle a cette étrange sensation. Mais à un moment donné, sur le trajet, tout s'est enchaîné d'une manière assez bizarre et très rapidement. Elle est arrivée au niveau d'un croisement, l'homme a traversé la route et elle n'a pas pu traverser parce qu'un véhicule est passé sur la route à très vive allure. Donc elle s'est arrêtée et après que le véhicule soit passé, elle a vu que l'homme revenait sur ses pas en hurlant quelque chose. Marine ralentit, elle se dit qu'elle va prendre son temps, tranquillement, pour mettre de la distance entre elle et l'homme et au bout d'un moment, elle ne le voit plus. Elle se dit que l'homme a continué son chemin, qu'il était peut-être alcoolisé, qu'il criait dans le vide et qu'il avait donc juste continué son trajet de le rendant plus visible. Sauf que ce n'était pas du tout le cas. Quand elle est arrivée au milieu de la rue, après le fameux croisement, Marine a remarqué une silhouette sortir de l'ombre sur le trottoir d'en face. Cette silhouette a foncé sur Marine, c'était l'homme qui l'avait dépassé plus tôt, et Marine n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que elle s'éclairait avec une lampe, mais l'homme, lui, n'en avait pas, donc il était dans la pénombre la plus totale. Il a ordonné à Marine d'éteindre la lampe de son téléphone, chose que Marine a refusé, et là, l'homme a posé sa main sur la hanche de Marine et lui a dit qu'il avait un couteau. Notre amie est à ce moment-là totalement paniquée, elle ne vérifie pas si ce que dit l'homme est vrai, sa première réaction c'est d'hurler, d'appeler à l'aide et de demander à ce que quelqu'un appelle la police. Et ça, c'est quelque chose qui semble avoir surpris l'individu qui était menaçant envers Marine. Effectivement, il s'est reculé d'un pas, il a regardé autour de lui et il a enlevé sa main du corps de Marine. Il a eu un mouvement
comme si il rangeait quelque chose. Marine ne sait pas si il mettait ses mains dans ses poches ou s'il rangeait peut-être le couteau dont il parlait. Et la chose qu'il a fait après, c'est qu'il a posé ses mains sur les épaules de Marine et il a simulé une sorte de rire en disant que c'était simplement une blague. Il dit qu'il est totalement défoncé et qu'il avait vu Marine et qu'en la voyant, il avait décidé de lui faire peur. Il a demandé de l'argent. Marine a répondu qu'elle n'avait rien à part ses affaires de travail et l'homme après cela est parti. Tout s'est passé extrêmement vite. Marine ne sait pas si elle a été victime d'une agression ou si elle a simplement été la victime d'une mauvaise blague. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas appelé la police à ce moment-là, elle est allée plus tard au commissariat pour en parler au cas où que cet individu ne fasse quelque chose et qu'en fait il ait menti et que son action était bel et bien une agression et pas une blague. Et ça c'est vraiment une très mauvaise blague. Surtout faire ce genre de truc à une femme de nuit, on évite. En tout cas Marine, merci à toi de m'avoir partagé ce témoignage. Personnellement, j'ai tendance à penser que cet individu a tenté de t'agresser, mais qu'il a totalement paniqué voyant que tu ne te laissais pas faire, et il a voulu transformer son agression en mauvaise blague. Mais bon, j'ose espérer que toute personne saine d'esprit ne se dise pas « Tiens, je vais faire une blague comme ça à une femme de nuit à 3 h du matin ». Donc c'est soit tu as eu affaire clairement à un agresseur, soit à quelqu'un de totalement stupide. Maintenant, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous avons appelé Élise. Élise nous dit que ce qu'elle souhaite nous partager s'est passé en 2021 quand elle était en terminale dans un lycée agricole. Ce lycée se trouvait dans une ville quelque peu reculée et pour nous donner un peu plus de contexte, elle nous raconte que son lycée est divisé en 3 sections. De plus, il était sur une sorte de colline. En haut de la colline, il y avait des champs. Si on descendait un petit peu, il y avait le parking pour les élèves et également une bergerie. En dessous du parking, il y a un premier bâtiment avec le self, l'internat, l'infirmerie, une vie scolaire et des salles de classe au rez-de-chaussée. Au sous-sol, il y a tout ce qui est équipement pour les loisirs, donc un foyer, une salle de musique, salle de télé, etc. Et il y a d'autres bâtiments ailleurs où il y a une salle informatique, d'autres salles de classe. Et au plus bas, là, il y a un amphithéâtre avec également le gymnase pour les cours de sport. Et enfin, vraiment en bas de la colline, là, il y a un parc, une petite forêt et un autre bâtiment du lycée. Élise nous dit que quand elle était en terminale, elle était interne, c'est-à-dire qu'elle dormait sur place, et elle se trouvait au dernier étage, donc sous les toits. Elle est avec 2 autres personnes dans sa chambre et elle nous raconte que, eh bien, à ce dernier étage, elle est avec donc ses 2 colocataires, si on peut appeler ça comme ça, à occuper l'étage. Les autres chambres présentes au dernier étage ne sont pas utilisées. Un soir, alors que Élise est avec ses amis, dans la chambre tranquillement, elles se sont donné une idée, et pas la meilleure des idées. Elles se sont dit, tiens, et si on se faisait une petite séance de Ouija? Élise, elle, n'y croyait pas trop, mais c'était quelque chose qui la mettait un peu mal à l'aise, et parfois on est un peu attiré par ce qui peut nous mettre mal à l'aise. Le paranormal, ce genre de choses. De base, elle était pas trop chaude, mais elle nous dit qu'avec l'effet de groupe, eh bien, elle s'est motivée. En plus de ça, l'ambiance de l'internat était propice à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il était assez vieux, un peu creepy sur les bords. Les grands couloirs de nuit, eh bien, ça pouvait donner la chair de poule, donc on va dire que en termes de lieu, c'était plutôt adéquat pour faire ce genre de choses. De plus, parmi une des filles du groupe d'amis, il y en a une qui avait déjà réalisé une séance de Ouija, et elle était pas trop chaude de base, mais également avec l'effet de groupe, elle s'est dit, allez, pourquoi pas. La planche de Ouija n'était pas une vraie planche de Ouija, celle qui a été utilisée, c'était une feuille A4 qui avait été transformée en planche de Ouija. Elles font donc une planche de Ouija rudimentaire, et enfin, la séance commence. La petite, alors je sais pas comment on appelle ça, mais le truc qui est censé bouger sur la planche de Ouija, ici, est remplacé par un bouchon. Donc, toutes les filles mettent leurs mains sur le bouchon, la séance commence, et bon, au début, il se passe rien, certaines filles rigolent, parce qu'elles ne prennent pas la chose au sérieux, et puis une fois, juste le bouchon saute un petit peu, c'est quelque chose qui fait un peu sursauter, mais rien de plus. Le temps passe d'à peu près 10 minutes, et rien n'arrive. Et c'est au bout de ces 10 minutes que Élise commence à ressentir quelques frissons. Elle n'a pas froid, mais elle a comme une sorte de courant d'air qui lui passe dans le dos. Elle décide donc de regarder celle qui a déjà fait une séance de Ouija, que nous allons appeler Naomi, et elle ne dit rien, elle semble juste respirer très fort. Élise lui demande si ça va, mais Naomi ne répond pas. Élise remarque, en regardant un peu autour d'elle, que tout le monde est un petit peu perturbé, donc tout le monde décide un petit peu, sauf Naomi qui ne réagit pas trop, d'arrêter l'expérience parce que ça y est, elle sent mal à l'aise et qu'elle ressent des trucs bizarres, principalement des frissons.
Chacun arrive à percevoir qu'il y a quelque chose de malveillant autour. Donc elle décide de mettre fin au jeu, et d'un coup, Elise est prise d'une crise de panique. Et ça l'a marqué parce que c'était la première fois qu'elle avait ce genre de réaction. Tout le monde arrête de jouer, chacune des filles essaye de rassurer Elise qui pleure, et alors que tout le monde est là, essaie de prendre soin d'elle, quelque chose se passe de très étrange. La lumière du couloir s'allume, et cette lumière est une lumière qui s'allume à l'aide d'un détecteur de mouvement, et il était 22 h à ce moment-là. Et comme je l'ai dit au début de l'histoire, comme Elise nous l'a raconté, à son étage, il n'y a qu'elle, elle et ses colocataires, donc il n'y a aucune raison que d'autres personnes viennent, surtout à cette heure-ci. Donc pourquoi cette lumière se serait allumée? Finalement, il y a une explication très rationnelle à ça. La lumière s'est allumée parce qu'un surveillant est venu, parce que les filles faisaient trop de bruit, pour leur dire arrêtez de faire du bruit et allez dormir. Comme quoi parfois on peut trouver des explications rationnelles. Les jeunes filles disent ok on va y aller, etc. Elles jettent leur petite planche de Ouija rudimentaire, et Naomi explique maintenant pourquoi, on va dire, elle était bizarre pendant la séance. Et elle va dire qu'elle ressentait une énergie qui la mettait très mal à l'aise, une énergie qui planait autour du groupe. Évidemment, c'est pas quelque chose qui a rassuré les jeunes filles, donc cette nuit-là, elles ont très mal dormi, elles ont eu plein de théories leur venant en tête. D'ailleurs, cette nuit-là, Elise se souvient très bien qu'elle avait eu des frissons à plusieurs moments, qu'elle avait eu un mal de crâne horrible, donc elle ne sait pas trop ce qui a pu se passer. C'est là que son témoignage s'arrête, et c'est un témoignage, c'est un témoignage que je trouve assez intéressant parce que il met en avant divers points. Alors déjà dans un premier temps, moi je n'ai jamais fait de séance de spiritisme comme ça avec une planche de Ouija, donc je ne saurais pas dire si on peut en faire une, si on fait une planche de Ouija sur le papier. Ceux qui sont un peu plus experts sur le domaine, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que ça c'est une question que je me pose, est-ce qu'on peut en faire une avec une feuille de papier par exemple? Donc ça déjà c'est le premier point. Autre point, alors c'est possible que par rapport à l'atmosphère qui régnait dans l'internat, le fait que ce soit un endroit assez vieux, assez creepy, eh bien on ait l'impression de ressentir des choses alors qu'il n'y a rien. Ça c'est important de le dire. Après c'est possible, hein. Je ne remets pas forcément la parole en doute d'Elise qu'on ressente vraiment des choses, hein. Ça c'est totalement aussi possible, il y a cette théorie là paranormale évidemment. Après, pour ce qui s'est passé après la séance, donc les frissons, le mal de tête, etc. Elise le dit d'ailleurs, c'est possible que ce soit le contre-coup de sa crise de panique. Peut-être que ça a été tellement une crise virulente qu'après son corps a réagi et c'est pour ça qu'elle a eu mal à la tête, qu'elle a eu froid, etc. Ça l'a rendue en quelque sorte malade. Encore une fois, on peut aussi mettre ça sur le truc paranormal. Je peux pas dire c'est plus ça ou ça. On a les deux théories, une théorie paranormale, une théorie rationnelle. Je pense que c'est important de montrer les deux possibilités qu'on a ici. En tout cas, Elise, merci à toi d'avoir partagé ce témoignage. Je peux comprendre totalement que ce soit quelque chose qui soit assez effrayant d'ailleurs, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Nous allons maintenant voir pour cette dernière histoire le témoignage d'Emma. Emma nous raconte que son témoignage se passe à l'Halloween 2018 alors qu'elle était âgée de 12 ans. Elle adore le monde de l'horreur et des threads, donc la période d'Halloween pour elle c'est une période qu'elle apprécie tout particulièrement. Sauf qu'elle nous dit qu'à cette fameuse date de Halloween 2018, donc le 31 octobre, elle a fait la rencontre d'une dame assez particulière. D'ailleurs, cette rencontre la met encore aujourd'hui, donc 5 ans après, très mal à l'aise. Il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, elle remercie son père pour ça, à cette fameuse année d'Halloween 2018, c'est que son père lui a interdit de sortir pour aller chercher des bonbons. Elle était assez déçue parce qu'elle l'avait fait les années avant, mais finalement, avec le recul maintenant, elle se dit que, eh bien, si elle était sortie, eh bien, elle aurait peut-être payé les conséquences de cela. Bon, quoi qu'il en soit, elle était déçue de ne pas pouvoir sortir, mais elle s'est dit qu'elle allait du coup eh bien, accueillir les personnes qui venaient toquer pour des bonbons, elle a décoré la maison, etc. pour eh bien, vraiment être dans l'ambiance. La nuit est tombée et tout naturellement, les enfants ont commencé à toquer chez elle pour pouvoir avoir des bonbons. Pour avoir un petit peu de contexte, Emma nous raconte que pour arriver au niveau de la porte d'entrée, il faut franchir 3 portes. Une première porte au niveau de la rue qu'on peut ouvrir et ensuite 2 portes qui sont difficiles d'ouvrir, soit parce qu'on ne sait pas qu'il y a un mécanisme où il faut passer la main derrière pour l'ouvrir, soit parce qu'il faut que ce soit la personne qui vit dans la maison qui l'ouvre. Donc généralement ce qui se passait c'est que les groupes passaient le premier portillon qu'on pouvait ouvrir de l'extérieur et ensuite ils sonnaient au niveau de la deuxième porte. Donc à un moment, un groupe d'enfants a sonné, Emma a donné des bonbons au fameux groupe d'enfants et alors qu'elle avait fermé la fameuse porte qu'il faut verrouiller, la deuxième, eh bien elle a remarqué une vieille dame âgée qui se dirigeait vers elle. Aucun problème, Emma lui donne des bonbons et la dame repart.
Ce qu'elle avait dit, c'est qu'elle voulait donner des bonbons à ses petits-enfants. Donc pourquoi suspecter une vieille dame? Vous allez voir, après cette histoire, vous allez être paranoïe, vous allez suspecter toutes les vieilles dames du monde. Bref, la soirée continue, il commence à être assez tard, et là, la famille entend quelqu'un toquer à la porte d'entrée. Immédiatement, Emma et son frère vont chercher le panier avec les bonbons pour en donner à ceux qui ont frappé, sauf que le père de famille, lui, a compris immédiatement que quelque chose clochait. Ce qui cloche, c'est que pourquoi quelqu'un toquerait à la porte d'entrée? Tout le monde a sonné au niveau de la deuxième porte, donc si quelqu'un toque à la porte d'entrée, ça veut dire que cette personne a réussi à passer cette fameuse deuxième porte. Donc là, il y a des questions à se poser. Le père a donc pris des mesures de sécurité, il a dit aux enfants de s'éloigner de la porte, et c'est lui qui a entrouvert la porte. C'était une vieille dame qui avait toqué, une vieille dame qui disait qu'elle voulait des bonbons pour ses petits-enfants. Immédiatement, le père reconnaît cette fameuse personne âgée, c'était celle que la famille avait rencontrée un peu plus tôt. Il a décidé d'agir comme s'il ne l'avait jamais vue, donc il a demandé aux enfants de la famille de ramener le panier de bonbons. Il a donné quelques bonbons et il a refermé la porte à clé. Et une fois la dame partie, là le père a fait quelques remarques. Il a dit que cette personne âgée sentait très fortement l'alcool, mais pas que. Elle sentait aussi très fortement la drogue. Elle parlait bizarrement, elle semblait en fait complètement défoncée. Pour le père, la soirée d'Halloween, c'est fini, plus personne n'ouvrira la porte, donc il envoie tout le monde se coucher. Les jours ont passé ensuite et rien d'anormal ne s'est produit. Il n'y a plus de nouvelles de cette femme, donc la vie a suivi son cours. Ce n'est donc que plus tard, en parlant avec une de ses amies, que Emma a entendu quelque chose. Cette amie a dit que le soir d'Halloween, il y avait une vieille femme âgée qui était assise au niveau d'un coin d'une rue, d'ailleurs pas très loin de chez Emma, sur une chaise, et elle distribuait des bonbons aux enfants. Cette fameuse amie n'avait pas accepté les fameux bonbons. Elle a fait une description de à quoi ressemblait la vieille dame à Emma, et Emma en est sûre, la vieille dame qui était décrite était celle qui avait sonné 2 fois chez elle. Une théorie est venue donc dans la tête d'Emma et de son amie, c'est que cette vieille dame demandait des bonbons à ceux qui en distribuaient pour y insérer de l'alcool, ou peut-être même un peu de substance, pour ensuite les redonner aux enfants qui eux ne se douteraient de rien. Emma a recroisé de temps en temps cette vieille dame, et elle n'a pas arrêté de repenser à ce qui aurait pu arriver si elle-même était sortie pour aller faire la chasse aux bonbons, ou si jamais, eh bien, elle avait accepté les bonbons de cette vieille dame. C'est là que le témoignage d'Emma s'arrête. Alors c'est un témoignage assez particulier où on peut penser à 2 choses. Premier cas, si on rentre dans la théorie d'Emma, effectivement on peut se dire que c'est quelque chose que la vieille dame aurait pu faire. Est-ce que ce serait juste dans un but de droguer ou de donner de l'alcool à des enfants? C'est possible, on ne sait pas vraiment le dire. Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière, les enlever, ce genre de choses? Ça, c'est aussi très compliqué à dire. Autre théorie qui, alors personnellement, sachant que je n'ai pas vécu l'histoire, donc je suis totalement extérieur à la chose, si on rentre pas dans cette théorie malsaine des enfants, je me dis que cette vieille dame était peut-être juste en fait une sans-abri et qu'elle avait faim, elle a remarqué que des familles donnaient à manger aux enfants, donc elle a trouvé cette excuse de dire qu'elle voulait donner des bonbons à ses petits-enfants pour pouvoir en avoir sans problème auprès des différentes familles et se nourrir. Ensuite, on sait, pour ceux qui en ont déjà croisé, que malheureusement, les sans-abri peuvent consommer parfois énormément d'alcool. Les drogues, ça, je sais pas trop. Après, moi, je vis dans une grande ville, donc effectivement, je vois beaucoup de sans-abri qui sont en état d'ébriété. Donc je me dis que c'est possible que ce soit simplement ça, une vieille dame sans-abri qui était peut-être alcoolisée, droguée peut-être, je ne sais pas, et qui demandait simplement des bonbons pour se nourrir elle-même. Ensuite, concernant le fait qu'elle ait réussi du coup à passer la deuxième porte, eh bien si elle était vraiment au coin de la rue, pas très loin de chez Emma, peut-être qu'elle a vu en fait à force le système de loquer la deuxième porte, comment ça fonctionnait, donc elle a pu ensuite rentrer. Après, évidemment, on peut avoir plein d'autres théories, on peut avoir des théories très rationnelles et pas forcément malsaines, des théories où là par contre la personne a des idées dangereuses. On peut vraiment penser à tout. Évidemment, quand on ne sait pas grand chose, c'est là que notre esprit va avoir tendance à nous créer plein de théories de tout type, que ce soit des théories malsaines ou pas. Donc je vous invite vous en commentaire à dire, selon ce que vous pensez, quelles étaient les intentions de cette vieille dame. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires d'abonnés. J'espère que ce sont 3 histoires qui vous ont plu, qui vous ont intéressé. Merci du fond du cœur aux 3 personnes qui m'ont envoyé les histoires que j'ai partagées dans cette vidéo. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'envoient des histoires que je vais partager. Vous inquiétez pas, je pense que prochainement je ferai un gros jet de plusieurs histoires, pas que 3.
J'essaierai de faire ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez me suivre et ou partager une histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!